Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Warzone, le podcast spécial baseball universitaire, mais pas que. Bien content de vous retrouver alors qu'encore une fois, vous allez voir que à chaque épisode, il y a sa petite histoire, ses petits problèmes techniques. Cette fois-ci, je n'ai pas mon matériel à cause des tempêtes de neige et de glace qui m'ont donc vu privé d'un retour du côté de DC, là où mon matériel se trouve. Donc j'enregistrais depuis mon téléphone. Je peux comprendre que ça puisse en rebuter certains et je m'en excuse à l'avance, mais malheureusement, en étant bloqué, je ne peux pas attendre de retourner à DC avant d'enregistrer toutes les previews et pouvoir vous sortir un maximum d'informations avant le début de la saison, qui arrive dès le week-end, je pense, du 13-14 février, si je dis pas de bêtises. Donc ça va arriver très vite. Dans tous les cas, j'espère que ça sera pas trop désagréable à l'écoute. Vous risquez d'avoir quelques épisodes comme cela, parce que j'ai enregistré, comme j'ai dit, masse d'épisodes dans un temps record. Et si le cœur vous en dit que vous arrivez à écouter jusqu'au bout, n'hésitez pas à me faire vos retours sur les previews, qu'est-ce que vous voudriez savoir encore plus en profondeur ou en détail. Avant de commencer, bien entendu, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur toutes vos plateformes d'écoute de podcasts préférés, ainsi que sur YouTube. Et de même, le Homera, vous me retrouvez sur tous vos réseaux sociaux préférés, j'ai envie de dire, enfin tous les réseaux sociaux. Et on va pouvoir y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Et donc aujourd'hui, on se retrouve bien sûr pour commencer les previews. C'est toujours, comme je dis, la partie un peu excitante où je vais pouvoir m'amuser à vous donner un peu quelque part des pronostics à la fin. Ou en tout cas vous classer un peu les équipes, comment je les sens, en vous décrivant un peu ce qui s'est passé la saison dernière, ce qu'on peut attendre cette année en fonction des joueurs qu'il y a dans l'effectif, quelques joueurs bien sûr à suivre dans ces équipes. Et cette année, j'ai envie de commencer, et surtout comme j'ai pas un matériel de grande qualité, que je vais pas vous faire un très très long épisode pour pas vous fatiguer les oreilles, j'ai envie de commencer par en fait les mid-majors. Non pas que je dénigre les mid-majors au profit des équipes SEC par exemple ou ACC, mais je trouve que c'est bien d'aller dans un sens ascendant, dans le sens où pour les mid-majors, il y a quand même beaucoup de conférences, et l'idée ça va être surtout de revenir sur les équipes principales, celles qui ont réussi en fait à proposer quelque chose de cohérent la saison dernière, les équipes surprises, une équipe qui allait même en finale des College World Series et qui est issue des mid-majors, et un peu voir tout ça ensemble et pouvoir en fait voir ensemble quelles sont les équipes à suivre normalement cette saison, peut-être les équipes qui ont une mauvaise année la saison dernière et qui cette saison paraissent prêtes pour avoir une sorte de revenge mode, les équipes qui au contraire ont eu des très bonnes saisons qu'on pense qu'elles peuvent confirmer en fait tout simplement, ou alors les équipes qui ont eu une très bonne saison la saison dernière mais on savait que c'était un peu la dernière année en fonction de l'effectif qui était peut-être vieillissant, ou on savait qu'il risquait d'avoir des transferts, etc., et qui pour le coup risquent d'être un peu plus bas que prévu sur cette saison, en tout cas sur les prédictions. Donc j'espère que c'est assez clair en termes d'explication. Et en fait, ce que je vais faire pour le coup, c'est que je vais un peu balayer rapidement les conférences principales, les équipes de ces conférences principales dans les mid-majors, et après je vais rajouter des équipes mid-majors qui sont dans peut-être des conférences moindres, mais qui, au vu de leur progression sur cette décennie 2020, et surtout sur la dernière année, sont entre guillemets, selon moi, dans un bon état, on va dire, pour pouvoir, pourquoi pas, titiller encore un peu plus les autres grosses têtes d'affiche des mid-majors, mais aussi, bien sûr, les powerhouses. Enfin, bref, voilà. On va commencer, vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne. Et donc, la première conférence dont j'ai envie de parler, c'est une conférence qui, historiquement, a su produire des équipes de talent, des prospects de talent, a en son sein l'une des facultés les plus victorieuses de l'histoire du college baseball, bien sûr. Je vous parle bien évidemment de la Big West. La Big West, cette conférence californienne, on peut le dire, c'est à la base une pure conférence californienne, a produit moult équipes très intéressantes, ou a vu des équipes très intéressantes la rejoindre lorsqu'elles ont donc transféré par exemple d'un niveau inférieur, comme par exemple la deuxième division, à la première division. La Big West, par exemple, c'est 26 apparitions au College World Series. Bien sûr highlightées
par un coach légendaire, Augie Garrido, qui avait donc mené Cal State Fullerton à plusieurs titres, avant de partir du côté de Texas. Augie Garrido, on le connaît, il a aussi remporté un titre à Texas. Un coach légendaire, s'il en faut, ou s'il en est. Une équipe Cal State Fullerton ou une fac légendaire, mais ce n'est pas la seule fac qui a été titrée, même si là on va parler de l'échelon inférieur. Avant de monter en D1, il y a des facs comme UC Irvine, UC Riverside, Cal State University of Northridge, si je me rappelle, pardon, qui ont donc toutes remporté 2 titres en deuxième division de la NCAA, en termes de baseball, avant de faire le jump en première division. On a aussi d'autres facs qui ont souvent eu des très belles épopées. Je pense à Long Beach State, je pense à par exemple UC Santa Barbara, euh, je pense même à Hawaï. Hawaï a réussi, surtout sur ces dernières années, à montrer une certaine effervescence et une certaine audience qui suit beaucoup cette fac. Ils aiment aussi beaucoup, j'allais dire les livrets, je suis pas en Formule 1, mais beaucoup euh, les jerseys, on va dire les livraisons de jerseys ou les différentes années où les jerseys sont refaits. Voilà, j'ai perdu mon français, mais je pense que vous avez compris. Tout ça pour dire qu'il y a une sorte de grosse émulation autour de Hawaï. Et toutes ces facs ont non seulement du talent à revendre encore même cette saison, mais voient en fait surtout une certaine homogénéité dans les forces et les rapports de force dans cette conférence. La preuve de cette homogénéité, j'ai envie de dire, et ces rapports de force, c'est ce qu'on a vu donc en 2025. Certes, on a vu encore une fois une équipe comme UC Irvine ou UC Irvine réussir une saison à plus de 40 victoires et donc remporter au final le titre de saison régulière. Attention cependant, jusqu'à récemment, la Big West n'avait pas de tournoi de conférence. Ça veut dire que jusqu'à récemment, l'équipe qui était championne de saison régulière était donc l'équipe titrée directement. Et c'était l'équipe qui était donc automatiquement qualifiée pour le tournoi national, puisque je vous rappelle qu'on a cette histoire de bid automatique et de bid at large. Et donc pour les bids automatiques, c'est le champion d'une conférence qui y va. Mais en général, pour la plupart des conférences, c'est le champion du tournoi de conférence et pas le champion de la conférence en termes de saison régulière. UC Irvine a donc répété une très très belle saison, après déjà une très belle saison 2024. Par contre, ils se sont fait battre lors du tournoi national, lors du tournoi Big West et non le tournoi national, par Cal Poly. Cal Poly, ça a été une des belles surprises de la saison dernière en Big West, tout comme Hawaï. Hawaï, pendant longtemps, se battait pour les premières places de la Big West en termes de saison régulière tout d'abord. UC Santa Barbara aussi s'est bien rattrapé après un début de saison un peu délicat, j'ai envie de dire. C'était l'équipe qui était favorite à la base de la Big West, mais elle n'a pas pu montrer toute l'étendue de son talent, malgré quand même une bonne saison au global. Et ensuite, on a des équipes justement comme Long Beach State, Cal State Fullerton qu'on veut entre guillemets revoir tout en haut de l'affiche, les Titans, qui sont en fait sur des pentes un peu, on va dire, irrégulières. C'est-à-dire que Cal State Fullerton en 2024, ça a été très compliqué. L'année dernière, il y a eu du mieux, même si à un moment, on a même pu penser qu'ils étaient vraiment de retour. Au final, sur la longueur de la saison, ça ne s'est pas passé vraiment de la meilleure des manières, mais il y a quand même des choses encourageantes. Long Beach State a cette tradition de nous sortir des pitchers un peu de derrière les fagots, qui ensuite se font souvent transférer. Mais en tout cas, toutes ces équipes vont encore être normalement en haut de l'affiche pour la Big West en cette saison 2026. Et donc, pour revenir sur UC Irvine, les choses semblent de plus en plus ouvertes pour cette conférence, parce que justement, UC Irvine a vu un peu ses joueurs clés, la plupart de ses joueurs clés, quitter cette équipe, surtout au niveau du line-up. Des joueurs qui restent dans ce line-up et qui sont à noter, je pense à Frankie Carney, parce que l'année dernière, je pense que c'était quand même .331 de moyenne à la batte, et c'était aussi un OPS de .833. Quelqu'un d'autre à retenir, je pense, dans les joueurs qui retournent en termes de line-up, je dirais James Castagnola, puisque lui aussi c'était une belle saison en termes de production, avec notamment un OPS de .834. Et puis surtout, j'ai envie de dire qu'il y a des joueurs qui sont venus pour un peu remplacer les gros joueurs de la saison dernière. Je pense à quelques transferts bien sentis, je pense notamment à l'outfielder Tommy Farmer, qui nous provient quand même de Texas, donc une SEC, et qui va avoir à cœur de pouvoir prouver un peu sa valeur. Donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, attention, mais il y a quand même du matériel, on va dire, pour UC Irvine. Peut-être un dernier joueur
dont j'ai envie de parler, c'est Kai Smith. Kai Smith, il nous vient du JUCO. Il était du côté de Los Medanos, un community college, en 2025. Et il a notamment eu une saison quand même assez incroyable en termes de production, notamment en termes de moyenne à la batte, puisqu'il était presque à .500. Il était à .478. Donc, on va voir comment sa batte se traduit à l'échelon quand même supérieur, et surtout face à des pitchers de haut vol dans une conférence qui quand même tient là des pitchers souvent de très très belles QV. Mais voilà, c'est le dernier joueur dont j'avais parlé du côté du line-up. Euh, je pense que du côté du pitching, les yeux vont souvent se tourner du côté de Ricky Oreda. Ricky Oreda, l'année dernière, c'était un joueur plutôt à la relève. Et à la relève, c'était quand même 3,55 d'IRA pour 66 manches lancées. Et surtout, il avait des métriques assez importantes, hein. Je me rappelle que les scouts parlaient de lui en termes de swing and miss rate sur sa balle rapide. Et ce swing and miss rate, apparemment, c'était un des meilleurs ratios en termes de releveur l'année dernière en NCAA D1 baseball. Donc, faut s'en rendre compte. Je pense que cette fois-ci, on le voit, on le projette comme un joueur qui va être un starter cette fois-ci. Donc, attention, bien sûr, à cette transition, parce que beaucoup plus de manches lancées, un rôle différent, euh, une façon de se préparer aussi différente. On va voir comment ça se traduit et surtout, est-ce que son arsenal va être suffisant pour pouvoir être un starter comme il se doit, en bonne et due forme. En tout cas, c'est le principal nom que j'ai envie de retourner, puisqu'il y a quelques joueurs, hein, je pense à Trevor Hansen, qui normalement reviennent. Lui, je pense que c'est 3,20 d'IRA. Et lui, pour le coup, c'était un starter, mais en termes d'upside, c'est clairement Oreda, hein, Ricky Oreda, dont on va parler le plus, en tout cas sur les projections. Et UC Irvine, comme j'ai dit, est un peu l'équipe qui va highlight toutes ces belles équipes de Big West. On va bien sûr toucher un mot sur Calais Fullerton, parce que comme j'ai dit, la saison dernière, ils ont réussi quand même à nous montrer de belles choses. On pensait même à un moment les voir, pourquoi pas, titiller vraiment le haut du tableau. Ça se finit quand même pas loin du haut du tableau, mais ils n'ont pas réussi à finir aussi bien qu'ils avaient pas commencé, mais fait en milieu de saison notamment. Surtout, c'est qu'il y a de la continuité. Il y a de la continuité en termes de coaching staff. Jason Dietrich est là. Euh, il pensait faire un rebuild. Au final, ça a été meilleur qu'un rebuild. Et là, on va le retrouver vraiment à la barre d'une QV qui est quand même assez intéressante. Il y a des joueurs qui reviennent, hein, qui vont donc continuer. Je pense notamment à Andrew Kirchner. L'année dernière, c'était .891 d'OPS, 12 home runs, 70 points produits. C'est un outfielder. Il va falloir bien retenir son nom à lui. Eli Lopez ou Eli Lopez, qui lui aussi retourne, c'était quoi, 839 d'OPS l'année dernière. Et surtout en termes de position premium, ils ont leur catcher, hein, Max Ortega, qui va donc pouvoir encore plus prendre des responsabilités. Et donc je vais pas vous donner trop de noms encore une fois. L'idée c'est pas de vous fatiguer en termes de naming, mais de comprendre que normalement Cal Fullerton va pouvoir aussi euh, tirer son épingle du jeu. La seule contrainte et le seul risque que je vois, moi, c'est en termes de pitching staff. Euh, le pitching staff la saison dernière, c'était un IRA au global de 5,58. Par contre, certains joueurs au niveau individuel ont montré de très belles promesses. Je pense notamment à Ryan Seo. Donc le joueur à retenir du côté de Cal State Fullerton en termes de pitching, c'est Ryan Seo. Et d'ailleurs, c'est 2,12 d'IRA en sortant du bullpen. Donc voilà pour Cal State Fullerton. On peut parler rapidement de UC Santa Barbara, qui va faire encore bien sûr partie de ces équipes favorites. On le sait, l'année dernière, on pensait vraiment que ça allait être leur saison, non seulement en termes de Big West, mais on imaginait même cette équipe aller vraiment embêter les grosses cylindrées lors du tournoi national. Eh bien, bah non, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ça a été au final, au global, encore une fois, en termes de saison régulière, une saison positive, 36 victoires, je pense, pour 18 défaites au général. Par contre, en termes de conférence, à cause d'un départ catastrophique, ça s'est fini en 16-14. Donc, encore une fois, un bilan positif, mais en deçà de leur standard et en deçà surtout de ce qu'ils espéraient. Et comme lors du tournoi de la conférence, ils n'ont pas réussi à faire non plus ce qu'ils espéraient,
eh bien, on n'a pas pu les voir plus loin que ça. Ça a été une déception, et même en termes de joueurs au niveau individuel, hein, je pense notamment à Tyler Bremner, hein, qui était sélectionné en deuxième position quand même de la draft dernière, et qui était vraiment attendu comme le fer de lance d'un pitching corps ou un pitching staff de haut vol. Même là, ça a été quand même un peu plus compliqué que prévu. Et bien sûr, UC Santa Barbara, là où on les attend, c'est encore une fois en termes de pitching, puisqu'ils savent produire un masse et masse de pitchers très intéressants. En témoigne bien sûr la draft très haute de Tyler Bremner. Et bien, celui qui va normalement devoir prendre sa chaise, son trône, du côté de UC Santa Barbara, c'est Jackson Flora. Donc retenez bien Jackson Flora. L'année dernière, c'était déjà une belle saison pour lui. Et surtout, en termes de draft, hein, dans les mock drafts, on commence à voir son nom poindre dans certains tableaux. Et derrière, c'est 3,60 d'IRA sur 75 manches lancées. Cette saison, on espère qu'il va pouvoir prendre ce rôle de Friday, hein, Friday Night Ace. Hein. Comme je dis à chaque fois, le joueur star en termes de pitcher dans une rotation, c'est le joueur qui commence le vendredi. Ça veut dire que, enfin, on les appelle le vendredi parce qu'en général, historiquement, en collège baseball, les séries du week-end qui sont les plus importantes lors d'une semaine commencent le vendredi et se terminent le dimanche, et du coup, l'ace de l'équipe, en général, start le vendredi. Bref, Jackson Flora est attendu à cette position la saison-là, donc 2026. Et on va espérer aussi que un joueur comme Calvin Prosky, qui a quand même réussi à starter pas mal de matchs la saison dernière, je pense que il a eu à peu près une petite vingtaine d'apparitions, mais sur cette vingtaine d'apparitions, il y a 13 matchs qu'il a starté lui-même. Et il a eu un IRA de 3,78 sur 66 manches lancées, un peu plus de 66 manches lancées. Donc ce sont clairement les deux joueurs, hein, dont on va retenir les noms du côté de UC Santa Barbara. Puisque après du côté du line-up, j'ai envie de dire que euh, ils ont quoi? Ils ont qui, pardon? Ils ont, ouais, ils ont Jonathan Mendes, parce que je suis en train de relire un peu mes notes. Jonathan Mendes, l'année dernière, c'est 11 home runs, un OPS de .951 et donc une moyenne à la batte de .314. Et surtout, il a montré cette propension à avoir de la puissance à la batte, et c'est quelque chose de très important, bien entendu. Il va falloir être un peu plus régulier dans la discipline, etc., etc. Mais voilà, c'est un joueur qui va forcément impacter UC Santa Barbara en termes de joueurs offensifs. Après, bien sûr, on a le fils d'eux, hein, puisque Xavier Esker, le fils du coach de Stanford, David ou Dave Esker, est de retour, encore une fois, dans le line-up des Gauchos, hein, de UC Santa Barbara. L'année dernière, c'était .281 de moyenne à la batte, 8 home runs en 54 matchs. Et là, on va espérer qu'il puisse voilà, continuer de s'installer et vraiment avoir cette breakout year. Est-ce qu'on peut parler d'un dernier joueur du côté du UC Santa Barbara pour un peu wrap things up? Pourquoi pas Nate Vargas. Nate Vargas, l'année dernière, c'est quand même un OPS de .919 et 10 home runs, une moyenne à la batte de .306 en 54 matchs joués. Donc on va espérer que ces trois joueurs que je viens de citer vont aider en fait coach Checketts à pouvoir reformer ou réimpacter une offense qui va avoir besoin quand même d'être beaucoup plus impactante que ce qu'elle a montré la saison dernière. J'ai envie de dire que on peut s'arrêter là pour la Big West. J'ai pas parlé de Cal State Poly, ça a été un peu la surprise de la saison dernière, notamment en remportant le tournoi de Big West. Mais il faut savoir que déjà lors de la saison régulière, j'avais je pense le deuxième ou troisième bilan de la conférence. Et je vais pas parler en détail non plus de Hawaï. Hawaï, je vais vraiment les suivre en détail, de manière plus détaillée cette saison, donc je vous ferai quand même des retours au fur et à mesure de la saison. L'idée n'est pas de vous faire recracher et revomir tout ce qui se passe en Big West, mais je voulais vraiment faire un focus Big West dans les conférences mid-majors, parce que pour moi, c'est une conférence qui va pouvoir montrer de belles choses cette saison, et pourquoi pas titiller les plus grosses équipes. On pourrait même, pourquoi pas, voir le comité avoir vraiment des maux de tête à devoir se dire, ok, est-ce qu'on prend plusieurs équipes de Big West? Est-ce qu'on n'en prend qu'une? Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on élimine potentiellement des équipes à plus de 40 victoires. Donc voilà, on va voir un peu comment le comité va pouvoir se dépatouiller de tout ça. Et maintenant, on va faire voilà, la même chose du côté de l'Est, Sud-Est, puisqu'on va parler de la fameuse Sunbelt. La Sunbelt, je le rappelle, chaque saison je le rappelle, c'est certainement la quatrième meilleure conférence du pays.
J'ai envie de dire peut-être moins le cas maintenant que des équipes comme UCLA, Oregon, Washington, USC ont rejoint la Big Ten. Donc la Big Ten a peut-être repris un peu le, les devants. Mais quand on parle de grosses conférences, compétitives conférences qui peuvent poser des problèmes à n'importe quelle fac, la Sun Belt arrive souvent en tête lorsqu'on ne parle pas bien sûr des powerhouses. Et ils ont continué à solidifier cette réputation, bien sûr, parce que la saison 2025 a été une très grosse saison pour cette conférence, déjà au sein même de la conférence, mais également par rapport à son représentant le plus important, Coastal Carolina, qui a donc réussi à atteindre les finales de la saison, simplement. Les finales du tournoi national, les finales des College World Series. Je rappelle que la saison dernière, il termine la saison régulière, notamment de conférence, avec 26 victoires pour 4 défaites. Et ils finissent surtout au global avec 56 victoires pour 13 défaites. Si on compte bien sûr la partie tournoi national. Je rappelle que cette équipe-là a donc réussi des choses qu'on n'avait pas vues. Ils ont réussi à battre des records. Ils ont notamment gagné 23 matchs consécutifs. Un stretch quand même qui est ahurissant. Et surtout, c'est que entre eux et le deuxième de la conférence sur la saison dernière, bien sûr Southern Miss, il y a quasiment pas de différence dans le global en termes de saison dans la conférence. Southern Miss termine deuxième avec 24 victoires pour 6 défaites, pardon. Donc c'est-à-dire qu'il y a ils ne sont qu'à 2 matchs au final de Coastal Carolina et ils terminent au global en 47-16. Surtout, c'est une, c'est une conférence qui a quand même des historiques, des facs historiques. Je pense notamment bien sûr à Louisiana qui n'a pas réussi à être au top du top, mais qui a quand même réussi à montrer de très belles choses la saison dernière. Et je pense à des équipes qui, encore une fois, ont ride sur leur saison précédente, la saison 2024. Je pense à des équipes comme Troy. Troy, je rappelle, la saison dernière, c'est 39 victoires, 21 défaites et 18-12 dans la conférence. Et surtout, ils ont gagné leur série, notamment face à Coastal Carolina. C'est la seule série, je pense, que Coastal Carolina a perdu de mémoire au sein de la Sun Belt. Malgré tout, on a vu qu'ils n'ont pas été sélectionnés pour le tournoi national, alors qu'ils avaient quand même un bilan exceptionnel dans une des conférences les plus relevées. Dans tous les cas, j'ai envie de parler un peu de ce qu'on peut attendre de cette conférence, encore une fois. Déjà, il faut le savoir, c'est que forcément, dans les top 25 des différentes rédactions, on voit au moins Coastal Carolina et Southern Miss présents, y figurer. Et surtout, quand on regarde un peu les équipes, je regarde par exemple l'année dernière, qui était en positif pour moi, on a Old Dominion, qui termine avec 15 victoires, 15 défaites. On a Louisiana, justement, comme j'ai dit, qui termine en 16-14, mais c'est au global qui termine en négatif, et c'est pourquoi ça a été une saison frustrante et décevante. On a Marshall, belle saison de Marshall, 33-26 au global, 16-14. Troy, dont je viens de parler, Southern Miss et Coastal Carolina. Donc, ces équipes-là, on pouvait que la Sun Belt n'avait rien ou très peu à envier aux plus grosses conférences. Ce ne sont pas les seules équipes, parce qu'il y a des équipes dont on attend le rebond. Je pense à des Texas State notamment, dont on attend un rebond. Je pense à, bien sûr, Georgia Southern. Je pense à South Alabama, qui nous habitue à mieux. Et je pense aussi à James Madison. James Madison qui avait eu une très belle histoire en 2024, qui là, en 2025, a eu une saison très compliquée. Bien sûr, ça fluctue en fonction des aléas des facs. Quand vous êtes surtout en mid-majors, les transferts vous font du mal, les graduations vous font du mal, puisqu'il faut remplacer des joueurs qui ont été là pendant 3, 4 ans, 5 ans même des fois. Mais en tout cas, toutes ces équipes que je viens de citer, et je ne cite pas toute la conférence non plus, sont des équipes à surveiller dans cette conférence. Dans tous les cas, je l'ai dit, en termes de joueurs aussi, on avait quand même des gros joueurs de la Sunbelt être sélectionnés dans les pre-season, bien sûr, All-American. Je pense notamment à Cam Flocky, le starter pitcher de Coastal Carolina, qui a donc eu une très très belle saison la saison dernière et qui va encore vouloir se montrer. Et puis, si on veut rentrer un peu plus dans les écoles, dans les facs de manière individuelle, bien sûr, Coastal Carolina, à l'orée de la saison,
fait figure de favori. C'est une fac qui va continuer sur les fondations de la saison dernière, fondations qui sont quand même très solides, hein, on atteste cette présence en finale. Et surtout, même s'ils ont perdu bien sûr des joueurs comme Caden Bodine, hein, le catcher drafté, ils ont quand même des joueurs comme Cam Flucky qui reviennent. Il y a des joueurs aussi comme Aiden Johnson, toujours dans les pitchers. On a des joueurs comme Ryan Lynch qui vont pouvoir aussi montrer des choses. Et si on veut regarder du côté du line-up, on a des transferts notamment, hein. Je pense à Jordan Taylor qui était du côté de Stetson. Stetson qui fait partie aussi des belles facs, hein. Donc pas en Sunbelt, mais on va en reparler rapidement à la fin de ce podcast, mais des belles facs mid-majors. Jordan Taylor l'année dernière, c'est quand même 8 home runs, 43 points produits, 22 bases volées, et avec des lignes quand même assez importantes en termes de statistiques, hein. .322 de moyenne à la batte, .504 de slugging percentage. Donc c'est un joueur sur lequel ils vont compter, hein, pour pouvoir combler des trous, on va dire. Mais Kevin Schnall, qu'on avait vu très directif, ça a été un peu une sorte de coach mascotte la saison dernière lors des College World Series. Il va avoir un programme sur de bons rails, un line-up et un pitching staff de haut vol pour pouvoir travailler et continuer à faire progresser cette fac. Donc clairement, Coastal Carolina, c'est la grosse fac, hein, à regarder pour la saison qui arrive. Et bien sûr, son dauphin, hein, de la saison dernière, Southern Miss, est l'autre grosse fac, hein, de la Sunbelt qu'il va falloir regarder. En Sunbelt, ils ont déjà réussi à se hisser parmi les meilleures équipes de cette conférence. Faut le dire, c'est que malgré le changement de coach, je pense qu'il y a 3 saisons à peu près, 3-4 saisons, hein, comment il s'appelle? Je vais dire Taylor. Non, c'est Christian Ostrander. Voilà, j'ai retrouvé. Christian Ostrander, il a récupéré un programme qui était déjà quand même sur de bons rails et il a réussi à avoir une continuité. Ils ont aussi tout ce qu'il faut en termes d'infrastructure, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais les infrastructures sont assez importantes, hein, la logistique également. Et Southern Miss fait clairement figure de modèle, hein, dans les mid-majors quand on parle d'infrastructure, de logistique, de comment organiser au mieux la saison pour les étudiants athlètes. Ils les mettent dans les meilleures conditions. Et quand on regarde un peu voilà, ce qui s'est passé la saison dernière, donc comme j'ai dit, une équipe qui a été très bien classée, une équipe qui d'ailleurs a hosté un regional, je le rappelle, une équipe qui a eu, voilà, qui a su faire figure d'épouvantail, bien sûr, lors du tournoi national, que ce soit la saison dernière et même les saisons précédentes, j'ai envie de dire. Et Southern Miss, certes, ils ont perdu un joueur quand même très 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 important, c'est Nick Monistere. Et là, c'est quand même 1.033 d'OPS, avec notamment 21 home runs et 71 points produits. Donc c'est clairement un gros joueur, hein, euh, à devoir remplacer. Mais ils ont quand même des joueurs qui reviennent. Ils ont aussi fait des bons transferts. Ils ont aussi une classe de freshmen très intéressante. Et on peut voir un joueur dont il va falloir regarder de très près, ce qu'il va être capable de faire, c'est Matthew Russo. Matthew Russo, l'année dernière, c'est .970 d'OPS, c'est 18 home runs, c'est 57 points produits. Et c'est le joueur parfait que vous placez en milieu de line-up, en fait, hein, tout simplement. C'est le clair joueur que j'ai envie de highlight du côté des Golden Eagles, sachant que les Golden Eagles sont aussi très souvent cités dans les bonnes facs productrices, entre guillemets, de pitchers de bonne qualité. L'année dernière, j'ai envie de dire que euh, ils ont eu au global un pitching staff très intéressant, mais peut-être pas le meilleur. C'est-à-dire que c'était un pitching staff très intéressant et au global assez moyen. En atteste notamment certains joueurs qui reviennent, qui ont eu des rôles un peu différents, c'est-à-dire à la fois releveur, à la fois starter. Je cherche son nom, c'est Cross Sively notamment. L'année dernière, c'est 4 points, 14 IRA, donc c'est pas non plus ouf. Mais il faut dire qu'il a quand même beaucoup dû s'adapter, on va dire. Parce que c'était un joueur qui venait de la relève la saison d'avant et qui a eu quand même plusieurs starts. Voilà, il a fait de la relève aussi, mais aussi plusieurs starts. Donc on va voir ce qu'il va être capable de faire. L'autre joueur qu'il va falloir regarder, c'est Graydon Harris. Lui, pour le coup, hein, c'est l'un des southpaws les plus intéressants de la Sunbelt. Et derrière, c'est 15 starts et 3,39 d'IRA sur ces 15 starts. Donc voilà, voilou. Je vais pas rentrer dans trop de détails, sinon le podcast va être beaucoup plus long que ce que j'ai prévu, notamment du fait de la qualité, voilà, assez compliquée. J'ai pas envie de vous embêter trop longtemps. Mais encore une fois, Coastal Carolina, Southern Miss, et après si on regarde un peu plus bas, on a Troy qui est de retour avec une belle équipe.
On a bien sûr Texas State, genre, comme j'ai dit, qui va essayer de revenir tout en haut. On a Louisiana aussi, dans la même configuration que Texas State, qui va essayer de revenir tout en haut de cette conférence. Louisiana, c'est clairement une de ces équipes historiques. Et on a des équipes comme Marshall qui vont vouloir essayer de continuer à être bonnes un peu derrière les radars. Voilà, voilà. Je vais prendre une toute petite pause qui va être une petite transition musicale pour vous et on revient pour finir sur ce podcast. Nous voici de retour pour la dernière section de ce podcast. On a fait les deux principales conférences du pays quand on parle de mid-majors. Et là, en fait, maintenant, je vais me focaliser sur certaines équipes en général dans les mid-majors, dont il va falloir certainement retenir le nom, puisqu'elles sont bien construites pour faire quelque chose. Bien sûr, c'est du sport, donc il n'y a pas de science exacte. Là, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée des facs potentiellement à suivre. Mais au cours de la saison, bien sûr, ça va être à moi de vous rapporter un peu ce qui se passe. Et on va avoir peut-être des surprises un peu à la Cal Poly la saison dernière en Big West, pour ne citer qu'elle. Ou des mauvaises surprises un peu à la Portland, par exemple en WCC, en West Coast Conference, qui avait très très bien commencé la saison. On a commencé à tirer des plans sur la comète, et au final, la saison a été beaucoup plus décevante que prévu. Mais bref, on va y aller, il n'y aura pas d'ordre particulier, là je vais vraiment vous sortir des facs, et rapidement vous dire, bon, par exemple, cette fac-là, elle est dans cette conférence, et cette fac-là a, par exemple, ci et ça. Voilà, voilà. J'ai envie de commencer par Bethune Cookman, qui se retrouve dans la SWAC, hein. C'est Southwestern Athletic Conference de mémoire, je ne me rappelle plus exactement. Mais la SWAC, c'est une conférence qui est quand même bien connue aux États-Unis, qui a un écho particulier, puisqu'elle a en son sein des HBCU, c'est-à-dire ces facs historiques africaines-américaines, dont Bethune-Cookman fait partie. La saison dernière, Bethune-Cookman est passée à rien de louper le tournoi national. Elle faisait partie des favoris avec Florida A&M, et donc ça a été une bataille, une sorte de mano à mano tout au long de la saison. Florida A&M a d'ailleurs terminé à la première place de la conférence en termes de saison régulière. Les deux équipes se sont retrouvées en finale de conférence, et Florida A&M était à 2 outs, si je ne dis pas de bêtises, de pouvoir remporter également le tournoi de conférence et être l'unique représentant de la SWAC lors du tournoi national. Mais un walk-off home run, c'est un walk-off 3-run home run, je pense, de mémoire. Enfin bref, quelque chose, une dinguerie, hein, comme vous pouvez l'imaginer, de la part de Bethune-Cookman leur a permis tout simplement de battre sur vraiment la finish line Florida A&M. Donc voilà, ça a été une grosse déception d'ailleurs pour Florida A&M après la saison monstrueuse collective qu'ils ont réussi à produire. Mais Bethune-Cookman n'était pas en reste, hein. En atteste le joueur dont j'ai envie de parler, hein, pour cette équipe. Enfin, je vais parler de deux joueurs. On a André Martinez et Jorge Rodriguez. Alors, André Martinez, très clairement, tout le monde parle de lui comme certainement le meilleur joueur de la conférence, certainement le joueur de l'année 2026, s'il n'a pas de blessure, etc., etc. L'année dernière, je le rappelle, c'était .353 de moyenne à la batte, .424 d'OBP, .725 de slugging percentage, avec 14 doubles, 20 home runs et 64 points produits. Mais pourquoi j'ai décidé de parler aussi de Jorge Rodriguez? C'est parce que Jorge Rodriguez, l'année dernière, c'est quand même 1.148 d'OPS. Oui, ce sont des stats de jeux vidéo limite. 14 home runs, 46 points produits, 14 doubles. Lui, il a eu un peu de pépins physiques, donc c'est pourquoi il n'a pas pu participer à tous les matchs. Mais ça a été une équipe qui a été vraiment, vraiment très, très importante derrière ces deux tractions de l'outfield. Et clairement, ce sont les joueurs dont on va parler le plus, hein, quand on parle de Bethune-Cookman. Une autre fac dont j'ai envie de parler, bien sûr, ça va être Florida Atlantic. Florida Atlantic, à ne pas confondre avec Florida A&M, hein. Florida Atlantic, c'est dans l'American Atlantic, la AAC. L'année dernière, ça a été une belle saison. Ils ont notamment réussi à atteindre le tournoi national, hein, puisqu'ils ont terminé la saison en termes de saison régulière en 37-21. Au niveau de la saison de conférence, c'est 15-12, mais
ils ont perdu au final. Alors j'ai dit tournoi national, pardon. Je voulais dire, ils ont perdu lors du tournoi AAC, le tournoi de conférence, pardon. Mais ils ont perdu face justement à une équipe qui a été exceptionnelle. On va parler juste après. Et cette équipe, dont j'ai envie de parler juste après, est même allée jusqu'au Super Regionals du côté du tournoi national. Donc rien d'alarmant pour Florida Atlantic, qui a encore une fois eu une très très belle saison. Et derrière, certainement le meilleur pitcher de la saison dernière. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en AAC, quand on parle de pitching staff, on parle tout le temps de ECU, euh, East Carolina. L'année dernière, ils ont eu une saison sans. Je rappelle East Carolina, je rappelle à chaque fois, genre, il le répétait, puisqu'il est là au College World Series, et donc c'est facile, enfin pardon, au vrai World Series, et donc c'est facile de pouvoir parler de lui, c'est bien sûr Trey Savage. Trey Savage fait partie de cette... C'est un des derniers nés de cette usine à pitcher qui est East Carolina. L'année dernière, ça s'est pas bien passé pour eux, mais cette année, on espère un rebond de leur part. Et Florida A&M, hein, pour finir avec eux, ils avaient donc le meilleur pitcher de la saison dernière, certainement en AAC, puisqu'on avait un joueur, un Trey Bird, qui a terminé avec 118 strikeouts en 86 manches lancées pour un ERA de 3,14, avec notamment cette réussite aussi à tenir les batteurs adverses en dessous de 200 de moyenne à la batte, donc c'est quand même pas une mince affaire. Et c'est clairement le problème que va avoir Florida Atlantic de leur côté, c'est que ce Trey Beard, justement, il est parti. Il est parti. Et donc, il va falloir le remplacer. Mais ce qui est intéressant pour Florida Atlantic, c'est qu'ils ont un nombre important de joueurs offensifs qu'ils restent dans leur line-up. Je pense notamment à Brando Leroux et à Marshall Lipsy. Ce sont les deux joueurs qui vont devoir un peu tenir en termes de leadership, parce que ce sont des seniors et même des seniors plus. Hein. Je pense que l'un des deux a au moins... C'est un graduate. Ah, je pense que c'est un graduate, ouais. Alors, Brando Leroux, c'est un graduate, c'est-à-dire qu'il a déjà son diplôme, mais il continue à jouer pour eux. Donc, c'est-à-dire qu'il a plus de 5 années d'expérience. Et l'autre, c'est un senior, donc c'est sa 4e saison. Donc voilà, des joueurs qui vont devoir, avec leur leadership, tenir et faire avancer un peu le line-up de Florida Atlantic. Une autre équipe dont j'ai envie de parler, on peut parler justement de l'éléphant dans la pièce, hein, je viens de parler d'eux, ils sont partis au Super Regionals, j'ai pas donné leur nom, c'est UTSA, l'Université de Texas San Antonio, qui a eu une saison vraiment exceptionnelle. L'une des équipes les plus importantes en termes d'offense du pays, l'une des équipes les plus agréables à voir jouer, full offense, on tente, on mixe parfaitement les préceptes du college baseball, là où on va chercher du small ball, peut-être 3 ou 30 pour certaines facs, mais eux, ils ont bien balancé ça avec de la puissance à la batte. Et UTSA revient encore pour faire figure d'épouvantail dans cette AAC. AAC, d'ailleurs, qu'ils ont rejoint que très récemment, hein, attention. Et ils vont vouloir continuer un peu à montrer que c'est eux les boss du game dans cette conférence. Face à eux, on va retrouver, on espère justement une fac comme ECU, donc East Carolina. Je vais pas trop parler d'eux maintenant, on espère juste qu'il va y avoir un rebond, hein, pour une fac aussi historique qu'eux, et une fac qui va vouloir un peu reprendre les rênes de la AAC. Et ensuite, la dernière fac dont j'ai envie de parler, bien sûr, c'est Stetson. Stetson qui prête l'Atlantic Sun. Stetson l'année dernière, c'est 24 victoires pour 6 défaites en conférence. Ils ont donc récupéré le ASUN Conference Title. Et puis, ils sont partis du côté du Regional d'Auburn, si je dis pas de bêtises. Et ça a été aussi une très 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 belle offense. Quand on parle d'offense et qu'on regarde dans les mid-majors, Stetson, ça a été aussi très intéressant, très brillant à voir jouer. Mais ce qui est intéressant pour eux, c'est ce qui s'est passé aussi au niveau du pitching. Si je dis pas de bêtises, l'année dernière, ils avaient un pitcher qui malheureusement est parti, hein, si je dis pas de bêtises, et c'était Jonathan Gonzalez. L'année dernière, c'était 1.83 d'IRA, 105 strikeouts en 93 manches lancées. Il va falloir le remplacer. Et donc, on va voir qui va être en forme et capable de prendre le relais d'un tel pitcher. Et genre d'un pitching staff qui a quand même perdu aussi d'autres pièces massives, notamment leur closer. Hein. Ty Van Dyke, je pense qu'il est parti également, je réfléchis. Oui, il est parti. Donc autant de pièces à remplacer. Tandis que du côté de l'offense, normalement,
Va falloir aussi remplacer des pièces maîtresses parce qu'il y a eu quand même pas mal de départs, mais c'est un peu plus clair dans le sens où ils ont fait des transferts de très très bonne aloi. Et également, ils ont récupéré des joueurs de lycée qui sont intéressants et qui ont un bel upside. Voilà, voilou, c'était les facs dont je voulais parler, notamment quand on ne parle pas de conférences. Il y a moult et moult et moult facs hein, quand on parle de mid-majors en général. Je vais pas parler de Western Kentucky pour ne citer que, qu'on fait aussi une saison excellente. Ils sont où déjà c'est dans la Missouri ou dans la Ohio? Je confonds toujours hein, ces deux Valley Conference. Il y a DBU bien sûr, Dallas Baptiste qui va vouloir montrer que c'est une des meilleures mid-majors, comme ça a été le cas sur les dernières saisons. Il y a beaucoup beaucoup de facs honnêtement, et j'ai pas envie de vous alourdir la tête plus qu'il n'en faut, mais j'espère que ça a été assez digeste, surtout sur la fin où j'ai eu pas mal d'approximations. Je commence à avoir très faim, pour pas vous mentir. Et surtout, donc j'ai essayé d'accélérer le rythme. Ça va certainement s'entendre dans la diction, déjà que le matériel n'est pas là encore une fois. Je m'en excuse encore une fois, j'espère que ça ne vous aura pas fait fuir. Pour les courageuses et courageux d'entre vous qui n'ont pas fui, merci beaucoup. Ça va être encore cette qualité moindre pour certains autres épisodes preview. J'espère quand même pouvoir repartir à d'ici le plus rapidement possible pour pouvoir réenregistrer des épisodes quand même de meilleure qualité. Mais le plus important, c'est de rester safe dans ces périodes où tout est glacé, tout est gelé. Et en tout cas, je vous remercie, je vous dis à très vite. Allez, ciao. Pretty well hit to center field.